Nous sommes à peine entrés dans l'année, et déjà, l'enthousiasme du début laisse place à la réalité du quotidien. Et c'est précisément à ce moment que se présente une véritable opportunité de changement. Non pas parce que vous auriez tout fait de travers jusqu'ici, mais parce que vous commencez à voir votre vie avec un regard plus lucide. La plupart des gens traversent les années comme on traverse une rue. Le regard distrait par un écran, pressé, sans vraiment voir où ils vont. C'est pourquoi 2026 ne doit pas être un simple recommencement. Traversez-la les yeux ouverts sur votre propre existence. Les vieilles habitudes sont tenaces, et sans direction claire, elles reprennent toujours le dessus. Dans ce texte, je veux vous parler d'une autre façon de faire, concrète, simple. Il ne s'agit pas de pression, mais d'apprendre à mieux vivre. Des pratiques quotidiennes qui ramènent présence, stabilité et clarté. Ce sont de petits choix discrets qui font qu'une année se termine différemment. 2026 peut être vécu avec plus de tranquillité, de concentration et de respect pour vous-même. Non parce qu'une promesse vous garantit un bonheur constant, mais parce que vous saurez mieux accueillir ce qui viendra. Chaque pratique que vous allez découvrir change non seulement votre année, mais la personne que vous devenez pendant qu'elle se déroule. Vous réagissez moins, vous choisissez plus. Vous ressentez plus d'équilibre, de contrôle et de sens. Alors, cessez de passer plus de temps à survivre qu'à vivre, reprenez le contrôle, un jour à la fois. Habitude 1. Écrivez. Si votre esprit est constamment saturé, confus, en accéléré, une action simple peut y remettre de l'ordre: écrire. Pas pour devenir écrivain, mais pour agir avec clarté. Marc Aurèle le faisait chaque jour, pour aligner son esprit avant d'affronter le monde, comme on aiguise une lame avant la bataille. La plupart essaient de tout résoudre mentalement, mais un esprit saturé est comme une pièce sombre. On trébuche sur ce qu'on ne voit pas. Écrire, c'est allumer la lumière. Ce qui était mélangé se sépare, ce qui semblait immense rétrécit, l'impulsion devient un choix. Quand vous écrivez, l'anxiété baisse, le corps se détend, la réaction automatique faiblit. C'est comme retirer un poids dont on n'avait même pas conscience. Vous cessez de courir après vos pensées. Un simple carnet suffit. Quelques lignes. Notez ce qui vous a dérangé, déséquilibré ou ce que vous auriez pu faire mieux. La page devient un lieu sûr pour déposer l'excès avant qu'il n'explose. Les stoïciens le savaient. Un esprit désorganisé vit en réaction. Écrire crée un intervalle entre le stimulus et la réponse. C'est dans cet espace que naît la maîtrise de soi. Une méthode, pas une magie. Celui qui écrit régulièrement se connaît mieux, repère ses schémas, apprend de ses erreurs, cela forge la confiance. Vous n'êtes plus prisonnier de l'impulsion, vous agissez avec intention. Comme le disait Anne Frank, le papier est plus patient que les hommes. Vous n'aurez pas toujours une oreille attentive. Souvent, quand vous vous expliquez, vous êtes interrompu, critiqué ou mal compris. Sur le papier, non. Pas besoin de se défendre, de convaincre, de paraître fort. Vous pouvez être honnête, confus, incomplet. C'est là que la clarté émerge. Pour commencer 2026 autrement, réservez 5 minutes par jour. N'attendez pas l'envie ou l'inspiration. La clarté vient après l'action. Habitude 2. Faites un peu chaque jour. Personne ne change de vie par magie. On ne devient pas une autre personne parce que l'année a changé ou sur un coup de motivation. Le vrai changement demande des efforts et du temps. Les révélations sont surévaluées, les vraies transformations sont silencieuses et progressives. Les stoïciens disaient « le bien-être se conquiert peu à peu ». Grandir, ce ne sont pas des bons, mais des pas petits répétés constants. L'erreur commune est de vouloir tout changer en même temps, corps, esprit, finances, relations. La motivation initiale s'épuise vite et on abandonne. Non par incapacité, mais par excès d'ambition. Pensez à un arbre. Sa grandeur a commencé par une graine. On peut arroser, prendre soin, mais il n'y a pas de raccourci, seulement le temps. Tirez dessus pour qu'il pousse plus vite le casse. Le progrès vient de la présence quotidienne, du petit geste même sans envie, de l'amélioration d'un détail aujourd'hui, un autre demain. C'est comme pousser un objet lourd. Au début, il bouge à peine. Une fois lancé, c'est plus facile.
Faire un peu chaque jour crée la constance. Pas besoin de perfection. Asseyez-vous, commencez, exécutez, même peu, même imparfait. La répétition vaut plus que l'intensité. Sénèque conseillait d'acquérir chaque jour quelque chose qui nous renforce contre la pauvreté, la peur, l'infortune. Dire non à une dépense impulsive, c'est s'entraîner contre la pauvreté qui commence quand on perd le contrôle de son argent. Avancer malgré la peur, c'est s'entraîner contre elle, elle ne commande que si on lui obéit. Se réorganiser face à un problème au lieu de se plaindre, c'est s'entraîner contre l'infortune. Les problèmes brisent ceux qui ne savent pas se relever. Une petite chose, consciente par jour. Si vous appreniez une seule chose utile quotidiennement, où seriez-vous dans un an? L'accumulation est impressionnante, une amélioration s'appuie sur la suivante. Cela peut être une page lue, un court entraînement, une tâche sans procrastination, une erreur corrigée, une respiration profonde avant de réagir. Les grandes choses naissent de débuts modestes. Un livre, une entreprise, un corps fort, un esprit stable, tout cela est le fruit de la présence, de la constance et de la patience. Être lent et constant est une stratégie. Arrêtez de chercher le grand tournant, soyez présent chaque jour, faites un peu, améliorez un peu, avancez un peu. Ce n'est pas le jour isolé qui change une vie, c'est l'accumulation silencieuse de petites décisions disciplinaires. Habitude 3. Réveillez-vous tôt. Je sais, vous êtes fatigué, dormir 5 minutes de plus est confortable, mais se lever tôt change complètement la manière d'entrer dans la journée. Non pour souffrir, mais pour reprendre le contrôle. Marc Aurèle rappelait, au lever du jour, quand l'envie de rester au lit vient, souvenez-vous, vous n'êtes pas né pour vous cacher sous les couvertures, mais pour agir. C'est la différence entre commencer la journée en réagissant ou en décidant. La plupart se réveillent en retard, déjà en train de courir le téléphone à la main, à regarder des notifications, à régler les problèmes des autres, l'esprit en désordre. C'est trébucher au départ d'une course. Se lever tôt, c'est gagner de l'espace, du silence, du temps pour soi avant que le monde ne tire dans tous les sens. Aux premières heures, tout est calme. Les demandes ne sont pas encore là. C'est le seul moment où la vie ne vous a encore rien demandé. C'est là qu'il faut se lever. C'est pas une question de productivité toxique, mais d'intention. C'est vous dire, je ne vis pas en automatique. Je ne commence pas à éteindre des incendies, je commence en choisissant. La difficulté vient souvent de la routine, pas de la volonté. Mieux dormir fait partie de la discipline. Se coucher à une heure raisonnable est un autocontrôle. On ne peut exiger de la concentration le matin après une soirée chaotique. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de l'essentiel, un peu de silence, de mouvement, de lecture ou d'écriture. C'est aligner le volant avant de prendre la route. Celui qui commence avec calme décide mieux, réagit moins, se perd moins. Non que la journée soit facile, mais on y entre préparé. Pour changer votre vie en 2026, ne commencez pas par tout changer. Changez la façon dont vous entrez dans chaque journée. Levez-vous un peu plus tôt. Créez cet espace. Protégez ce moment. Celui qui maîtrise son matin commence à maîtriser sa routine. Habitude 4. Faites ce qui est difficile. Si quelque chose est difficile, c'est souvent parce qu'il en vaut la peine. La plupart fuient l'inconfort, puis s'étonnent de ne pas grandir, mûrir ou développer de force intérieure. Les stoïciens traitaient le corps avec une rigueur consciente, non un confort excessif. Sénèque disait que le corps doit être entraîné pour ne pas devenir désobéissant à l'esprit. Quand le corps commande, l'esprit obéit. Quand l'esprit commande, la vie avance. Faire des choses difficiles est un entraînement émotionnel, mental, du caractère. C'est une question de résistance. Comme un muscle, sans charge, pas de croissance. Se lever plutôt que voulu, tenir un engagement sans envie, faire ce qui doit être fait dans l'ombre, affronter les tâches que l'on repousse, ces petites difficultés construisent la confiance en soi. Quand vous vous prouvez que vous pouvez faire ce qui est difficile, quelque chose change en vous. Vous doutez moins, vous vous sabotez moins, vous fuyez moins. Vous vous voyez comme une personne fiable. Commencez par des inconforts volontaires, boire plus d'eau, s'entraîner quand le corps réclame du repos, avoir une conversation évitée, tenir un engagement sans motivation.
Chaque choix difficile est un vote pour la personne que vous devenez. Les stoïciens recherchaient les défis. Une vie trop facile affaiblit l'esprit, génère impulsivité et paresse. Une vie avec des défis conscients génère de la solidité. On ne grandit pas dans le confort, mais en se maintenant dans l'inconfort. Faire des choses difficiles aujourd'hui rend la vie plus légère demain, car vous devenez plus capable, plus solide, plus préparé. Les problèmes ne disparaissent pas, mais vous les gérez mieux. Réfléchissez. Une déception vous a-t-elle appris à mieux juger le caractère des gens? Une période financière serrée vous a-t-elle forcé à mieux organiser vos dépenses? Un moment de solitude vous a-t-il montré votre force? Le poids était là, la difficulté vous a rendu plus fort pour le porter. Fuir le difficile ne protège pas, cela affaiblit. La croissance vient du choix conscient d'affronter. Choisissez quelque chose de difficile qui exige de la discipline, vous sort de l'automatique, vous oblige à agir en adulte, non pour vous punir, mais pour vous renforcer. Dites-vous « je fais ce qui doit être fait » et transformez cette phrase en action quotidienne. Celui qui fuit le difficile vit bloqué. Celui qui l'affronte construit une vie capable de porter le poids de la réalité. Habitude 5. La tranquillité est le véritable luxe. Beaucoup comprennent trop tard que la tranquillité n'est pas un luxe, mais une base. Sans elle, aucune réussite ne tient. Vous pouvez avoir de l'argent, une carrière, de la reconnaissance. Mais si l'esprit est agité, irritable, en alerte permanente, tout devient un poids, comme courir avec un caillou dans la chaussure. Pour les stoïciens, la tranquillité n'était pas l'absence de problème, mais la maîtrise intérieure. Épictète enseignait que le vrai dommage ne vient pas de l'extérieur, mais de notre réaction intérieure. Perdre sa tranquillité, c'est donner le volant de sa vie aux circonstances. Notre rythme, notification constante, précipitation, dispute inutile, comparaison, opinion extérieure intrusive. Peu à peu, cela ronge votre calme. Pas d'un coup, mais goutte à goutte. C'est une fuite lente. Quand on s'en rend compte, on est inondé, épuisé. La tranquillité ne vient pas par hasard. Elle se construit et se protège par des décisions difficiles, dire non, quitter les environnements qui drainent votre énergie, limiter l'accès à votre vie des personnes toxiques, arrêter de tout discuter, choisir le silence quand l'ego réclame une réponse. Toutes les batailles ne méritent pas votre énergie. Toutes les opinions ne méritent pas votre attention. Quand vous l'acceptez, le silence devient votre meilleure réponse. Musonius Rufus disait qu'une bonne vie exige la simplicité des habitudes et la fermeté du caractère. Plus d'excès, plus de bruit, moins de paix. Un esprit tranquille naît quand on arrête de vivre en réaction pour vivre par choix. Exemple simple. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux messages instantanément, de prouver que vous avez raison dans chaque conversation, de porter les problèmes des autres, de tout traiter en urgence. La tranquillité commence quand vous arrêtez de voir des urgences partout. Quand vous protégez votre calme, vos décisions s'améliorent. Vous parlez moins, mais mieux. Vous réagissez moins, mais agissez avec plus de précision. Vous travaillez avec plus de concentration. La tranquillité aiguise le jugement, la précipitation le sabote. Le stoïcien n'est pas froid, il est stable. Il ressent, mais ne se laisse pas emporter. Il traverse les tempêtes sans perdre son axe, comme un bateau bien ancré. Protéger sa tranquillité a un coût. Parfois, vous paraîtrez distant, vous déplairez, vous quitterez certains jeux sociaux, vous renoncerez à certains stimuli. Mais le coût de perdre la paix est toujours plus élevé. Si vous voulez grandir en 2026, traitez votre tranquillité comme un patrimoine. Prenez soin de ce qui entre dans votre esprit, de ce que vous consommez, des conversations que vous avez, du rythme que vous vous imposez. Moins de bruit, plus de discernement. Moins de réaction, plus de présence. Exercice. Identifiez ce qui, dans votre journée, vole votre tranquillité, personne, habitude, contenu. Faites un petit ajustement conscient. La tranquillité est faite de choix répétés. Répétez cette phrase « Je protège ma tranquillité ». Laissez-la devenir votre mantra. Tout s'améliore quand l'esprit est en paix. Rien ne compense de vivre en guerre contre soi-même. Habitude 6.
vous recevez ce que vous offrez. Une force silencieuse sous-estimée, la gentillesse, non comme faiblesse, mais comme posture consciente dans un monde accéléré et irrité. Être gentil est un choix actif. C'est baisser le ton d'une pièce sans élever la voix. Marc Aurèle rappelait que l'humain est né pour coopérer, non pour la guerre constante. La gentillesse, ce n'est pas chercher à plaire, mais choisir de ne pas ajouter de tension inutile. Observez, une réponse sèche en provoque une autre pire. Un regard dur crée de la résistance. La grossièreté se multiplie vite, mais la gentillesse aussi. La gentillesse n'est pas être d'accord avec tout. C'est savoir se positionner sans humilier, dire non sans blesser, corriger sans écraser, de la fermeté avec de l'humanité. Sénèque disait « Rien n'est plus puissant qu'un esprit calme allié à un cœur juste ». La gentillesse préserve votre tranquillité et influence positivement votre environnement. Les conversations deviennent moins défensives, les conflits perdent en intensité. Imaginez, vous êtes accueilli avec impatience une réponse sèche. La réaction normale serait de répondre sur le même ton d'envenimé. Si vous répondez avec calme et respect, l'atmosphère redescend, l'autre se désarme. C'est comme un feu. Si vous arrêtez de l'alimenter, il s'éteint. La gentillesse ici, c'est couper l'herbe sous le pied de l'escalade. C'est aussi écouter sans préparer sa réponse, ne pas ironiser, ne pas rabaisser, au lieu de vouloir gagner une discussion, construire de la compréhension. Cela économise une énergie mentale précieuse. Celui qui pratique la gentillesse constate que la vie devient moins lourde. Non que les problèmes disparaissent, mais on cesse d'en créer des supplémentaires. On choisit de ne pas transformer chaque interaction en bataille. Les stoïciens enseignaient « Nous ne contrôlons pas le comportement des autres, mais notre réponse. La gentillesse est une réponse possible. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Agir selon qui vous voulez être, non selon votre humeur, et la gentillesse revient. Pas forcément de la même personne ou au même moment, mais elle revient. Une histoire l'illustre, un garçon crie vers une montagne, qui lui renvoie son cri, il insulte, elle répond avec agressivité, son père dit « crie quelque chose de différent », l'enfant crie un mot gentil, la montagne lui renvoie de la gentillesse. Ce n'est ni magie ni coïncidence, c'est une loi naturelle. Le monde répond au ton que vous employez. Émettez de l'agressivité, vous recevrez de la résistance. Agissez avec respect, vous créerez de la coopération. Choisissez la gentillesse, vous bâtirez des ponts invisibles. La gentillesse est une stratégie de vie. Elle détermine qui reste à vos côtés, qui coopère. Pas parce que vous l'exigez, mais parce que vous créez cet espace. Vous récoltez de meilleurs environnements quand vous semez de meilleures attitudes, par intelligence émotionnelle, non par naïveté. Commencez petit, mais consciemment. Traitez bien ceux qui n'y sont pas obligés, soyez poli quand il serait facile d'être rude, choisissez le meilleur mot quand l'impulsion pousse à l'attaque. Chaque geste de gentillesse est un frein au chaos et un investissement dans votre avenir. Engagement. Si cela résonne, dites « Je choisis d'agir avec respect ». Une stratégie, pas une règle morale. Le monde ne répond pas à celui qui crie le plus fort, mais à la fermeté de celui qui n'a pas besoin de crier. La gentillesse, c'est la tranquillité de quelqu'un de si sûr de lui qu'il n'a pas besoin de blesser pour s'affirmer. Habitude 7. Prenez votre temps au sérieux. Soyez honnête, l'année dernière est passée vite. Vous avez fait des plans, promis des changements, dit l'année prochaine, puis c'était fini. Le temps est dépensé, il ne revient pas. Le temps ne prévient pas, n'attend pas. Il passe pendant que vous remettez à plus tard. Sénèque était direct. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La vie se perd tous les jours, pas seulement à la fin. Chaque jour terminé est une part de vie irrécupérable. Cela peut sembler dur, mais c'est libérateur. Les stoïciens pratiquaient le memento mori, le souvenir de la mort, pour mieux vivre, se réveiller, non pour avoir peur. Marc Aurèle disait « Tu peux quitter la vie à l'instant même, que cela détermine tes actes, tes paroles, tes pensées, une invitation à la responsabilité, non au désespoir. »
Quand vous réalisez que votre temps est limité, vous arrêtez de le gaspiller. Vous voyez le temps perdu en discussions vides, tâches sans sens, distractions, inquiétudes stériles, à plaire aux autres ou maintenir des apparences. Le memento mori aide à dire non, à prioriser, à mieux choisir où mettre son énergie. Quand le temps est compté, le superflu perd de son attrait. Il y aura toujours des urgences apparentes, des promesses de récompenses rapides. Mais quand vous savez que votre temps est fini, il est plus facile de vous concentrer sur l'essentiel, d'investir dans ce qui construit, non dans ce qui occupe seulement. Sénèque notait : nous protégeons nos biens, mais nous sommes négligents avec le temps. Nous agissons comme s'il était infini. La vie n'est pas courte par nature, elle le devient parce que nous en gaspillons trop. Cette habitude restaure le bon sens de l'urgence. Non la précipitation anxieuse, mais la clarté mûre. La conscience que trop remettre à plus tard coûte cher. C'est un pari risqué. Le memento mori ne paralyse pas, il met en mouvement. Il rappelle de faire les changements maintenant, de dire ce qui doit être dit, d'ajuster le cap tant qu'il est temps, de vivre avec plus d'intention, de présence, d'alignement. Pratiquez chaque jour. Rappelez-vous, votre temps est limité. Utilisez ce rappel comme filtre. Si c'était l'une de mes dernières années, dépenserais-je encore mon temps ainsi? Cette habitude donne du poids à toutes les autres. Quand vous savez que le temps ne revient pas, vous écrivez avec plus d'honnêteté, affrontez le difficile, avec plus de courage, organisez mieux votre vie, agissez avec plus de conscience. Souvenez-vous de la mort pour ne pas gaspiller la vie. Le temps passe de toute façon, la différence c'est de le laisser filer ou d'utiliser chaque moment avec intention. Si ce texte vous a apporté de la clarté, partagez votre ressenti. Cet espace est pour ceux qui veulent grandir en conscience. Merci de votre attention.